have heard of Colonel Walter E. Kurtz. Let's get going. I'm sick of this job. What are you telling me all this for? Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour Stéphane. Je suis hyper heureux que vous veniez ici nous rendre visite. Vous êtes journaliste, critique au magazine M Le Monde, le prestigieux magazine du Monde. Et si je vous ai demandé de venir, parce qu'il y a un nouveau livre qui sort. Oui, absolument. Et donc on va plonger dans ce qu'est le mystère Brando. Alors avant de parler de votre livre, il faut qu'on recontextualise un peu. Est-ce que c'est une facilité de faire et de dire qu'il y a un avant et un après Brando ? Il y a effectivement un avant, on va dire un tramway nommé Désir, et un après. Alors, bien évidemment, il n'y a pas un acteur qui bouleverse à lui tout seul l'art dramatique. Mais on peut dire que la masculinité ambiguë et violente, patente, affichée par Brando, rompt clairement avec l'image masculine à Hollywood et ailleurs de la guerre, de l'époque de la fin des années 40, c'est clair. Et en même temps, Samuel, est-ce que c'est pas ramener ce qui a précédé Brando et l'acteur studio à des stéréotypes un peu réducteurs, c'est-à-dire Brando, on l'a auréolé d'une forme de minimalisme dans le jeu, le corps dans cet espace filmique, mais en même temps, on va citer juste deux noms, Robert Mitchum, John Garfield, avant lui, ils incarnent cette forme de minimalisme, ce corps qui prend place dans l'espace filmique. Alors, je dirais, vous avez tout à fait raison, effectivement, Garfield et Mitchum incarnent d'autres masculinités. Nous parlons d'acteurs qui sont quand même un peu plus âgés que Brando, donc qui représentent, entre guillemets, une ancienne vague, une génération antérieure. Chez Brando, le minimalisme est beaucoup plus relatif, parce qu'on parle d'un acteur qui, effectivement, s'empare de l'espace comme peu de comédiens, mais qui en même temps est extrêmement doué avec le texte. Brando, insiste justement pour jouer Jules César de Shakespeare sous la direction de Mankiewicz. C'est à une époque de sa carrière, du début de sa carrière, où justement il veut montrer l'étendue de ses talents. Et donc, lorsque Brando se dit « mais vous savez, moi je peux être un acteur shakespearien comme le sont les grands acteurs britanniques », eh bien il y parvient. I do beseech ye, if you bear me hard, now, whilst your purple hands do reek and smoke, fulfill your pleasure. Live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. No place will please me so, no mean of death as here by Caesar, and by you cut off. The choice and master spirits of this age. À quel moment votre regard a croisé celui de Brando sur un grand écran ? Vous vous en souvenez ou pas ? Oui. J'ai grandi dans les années 60-70, fin des années 60, années 70. Donc je rencontre Brando, non pas à travers Sur les quais ou à travers Nommé Désir, je découvre Brando dans L'homme de la Sierra, de Sidney J. Furie, qui est un western. C'est la décennie noire dans la carrière de Brando. C'est le moment en fait où au moins la moitié de ses films sont tournés parce qu'il doit payer ses factures. Donc véritablement, il prend le premier scénario qui traîne. Sauf que L'homme de la Sierra est un western très singulier. Je découvre cet acteur fasciné par le masochisme et qui adore se faire taper dessus. J'y vais parce qu'on m'a dit que Brando était une star. Mes parents m'ont dit ça, mes parents m'ont prévenu. Sauf qu'une star, c'est pas quelqu'un qui se fait taper dessus. J'avais jamais vu ça. Adolescent, voir ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Gentlemen, please. I think hitting the sheriff is against the law. Oh. Je me demande si c'est pas la première clé pour connaître Brando. Est-ce qu'elle n'est pas allée chercher du côté de Mankiewicz? Il disait que le désir de l'être humain, c'est sa propre destruction. C'est ça que désire l'être humain. Et je me demande si ça n'a pas filtré à l'intérieur de Brando. Absolument, et assez rapidement. Bon, déjà, il se fait casser la figure dans Sur les quais.
Mais on peut estimer que c'est le scénario de Schulberg, filmé par Kazan. Donc on peut estimer que c'est un hasard. Mais lorsque Brando prend, on va dire, explicitement les rênes de sa carrière, en passant derrière la caméra et en réalisant La vengeance aux deux visages. Donc 1961, où on peut se dire, bon, ben là, il est devant et derrière la caméra, ce film est sur mesure, est taillé sur mesure. Et qu'advient-il? Eh bien, on voit Brando attaché, fouetté par Karl Malden, et une main brisée par un colt. On s'arrête sur ce seul et unique film réalisé par Brando. C'est un western très particulier, psychologique, qui met en scène... Psychanalytique, si vous voulez, Samuel, qui met en scène donc un personnage, Longworth, qu'on appelle Dad, qui fait route commune avec Rio, Marlon Brando, qu'on appelle le Kid. Et effectivement, tout le film, Dad humilie le Kid. C'est la parabole de ce qu'a été la jeunesse de Brando. I'm going to teach you a lesson you'll never forget. Your gun days are over. On time. Ephraim, bring the horses here. La jeunesse de Brando, en plus, c'est donc une mère alcoolique, un père qui lui tape dessus régulièrement, un père qui a été élevé dans une école militaire, et Brando également qui a été élevé dans une école militaire. Ces simples points biographiques permettent de comprendre plein de choses, et surtout permettent de comprendre que dès La vengeance aux deux visages, et ensuite, à chaque fois que Brando s'intéresse au film qu'il tourne, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, mais dès qu'il s'intéresse au film qu'il tourne, donc La vengeance aux deux visages, puis à la fin des années 60, Reflet dans un œil d'or, Apocalypse Now, dès qu'il s'implique dans un film, Le dernier tango à Paris évidemment, eh bien c'est pour parler de lui à la première personne. Brando est quelqu'un qui ne parlait jamais aux journalistes, ou alors c'était pour parler de politique, mais en revanche, il s'abstenait de parler et de sa vie et de ses films. Mais en revanche, ce n'était pas la peine de lui parler, puisqu'en fait, il disait tout dans ses films. On a un Brando qui distille, en fait, ce passé d'enfant battu, tout simplement. Et puis, c'est un film, un western, qui est d'une grande mélancolie, parce que la quête du personnage, elle se termine devant l'océan. Il n'a plus rien à conquérir. Ce personnage de Rio, l'océan est un cul-de-sac. C'est d'un seul coup une allégorie incroyable de ce que lui peut être comme acteur et ce qu'il peut chercher. En fin de compte, où tourner son regard aujourd'hui? Alors, je dirais que La vengeance aux deux visages, qui est écrit par Sam Peckinpah, oui. C'est que très Kubrick important. devait réaliser. Que Kubrick devait réaliser, et puis Brando l'a en fait de facto évincé. Parce qu'en fait, tout simplement, cette histoire était trop personnelle pour la laisser à un autre, même si cet autre s'appelle Stanley Kubrick. Mais je dirais que l'autre cheville ouvrière du film, c'est véritablement Sam Peckinpah. Et je dirais que c'est le premier western moderne, La vengeance aux deux visages, ou le premier néo-western, ou du moins le premier d'une série de westerns qui vont essaimer dans les années 60 et encore plus dans les années 1970, qui raconte la fin de l'Ouest, l'impossibilité de poursuivre cette épopée, parce d'abord elle s'arrête dans le temps, et puis elle est également freinée par une frontière. C'est déjà un film de la frontière. You'll be looking for me in the spring. One of them dark nights you're gonna see a jackass in the window, and that's gonna be me. And don't worry about it. We'll find someplace. Marlon Brando est mort le 1er juillet 2004. Votre nouveau livre sort aujourd'hui. Pourquoi ce livre maintenant? Et qu'est-ce que c'est que ce livre, Samuel Blumenfeld? Parce qu'il est truffé de choses qu'on découvre, que certains connaissent, notamment la masterclass qui s'intitulait « Mentir pour vivre ». On a son adresse, 12 900 Mulholland Drive, une route qui se sépare en deux, d'un côté Nicholson, de l'autre la sienne. Il y a un certain nombre de faits
c'est tout ça, et en bas là, en tout petit, il y a marqué roman. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, le défi, c'est que Brando n'a parlé véritablement qu'à un journaliste dans sa vie, qui était Truman Capote. Et il a parlé à Truman Capote, c'était donc à la fin des années 50, sur le tournage de Sayonara au Japon, et Brando s'était fait véritablement empapaouté par Truman Capote. Truman Capote lui avait fait croire qu'il ne s'agissait pas d'une interview, il avait copieusement garni sa tasse de saké, au point où Brando avait oublié, s'était dit je suis dans une conversation amicale, ce petit bonhomme en face de moi qui est fort intelligent est également très sympathique, donc je vais parler tranquillement, puis je vais d'autant plus parler tranquillement qu'il n'y a pas de magnétophone. Donc le problème c'est que c'était Truman Capote le magnétophone, puisqu'il était hypermnésique. C'est la seule véritable interview. Et donc le seul véritable portrait de Brando, qui s'appelle Le Duc en son domaine, qui d'ailleurs était bien évidemment traduit en français. Ensuite, Brando n'a jamais parlé aux journalistes. Donc pour rencontrer Brando, le seul moyen, c'est la fiction. C'est la fiction. Il y a que la fiction qui permet ce mensonge vrai. Pourquoi ai-je pris, on va dire, les 18 derniers mois de Brando? J'apprends, il y a 4-5 ans, je lis des articles sur cette masterclass tenue par Brando, fin 2003, dans des circonstances rocambolesques, dans un hangar sur Sunset Boulevard. L'assistante composée à moitié d'amis de Brando, donc des stars de cinéma, Nick Nolte, Sean Penn, Leonardo DiCaprio. Donc Brando qui arrive sur scène, habillé en grand-mère et maquillé. Vous n'avez pas vu les images? Non, ça, mais il y a plusieurs témoignages donc, qui racontent en détail le cirque et la quasi-imposture qu'a été cette masterclass. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est moins ça que ce que Brando comptait en faire. À savoir que Brando comptait commercialiser les cassettes de cette masterclass, parce que nous étions au début des années 2000, il y avait encore des cassettes vidéo. Donc il comptait commercialiser les cassettes de cette masterclass sur un site qui se serait appelé marlonbrando.com, où il aurait également commercialisé un brevet antisismique, un autre brevet sur la ventilation et une méthode pour tendre les pots de tambour. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis quand le réalisateur de La Vengeance aux deux visages, la vedette du Parrain, la vedette de Sur le quai, enfin bon, etc., vit comme un personnage, le personnage d'un roman d'Albert Cohen, quoi. On croirait Manche-Clou. Donc il est en manque de liquidité et fait du petit commerce, cherche à faire du petit commerce sur Internet. Et là, je me suis dit, que s'est-il passé durant ces derniers mois ? Que signifie une star qui s'abandonne? C'est ça le sujet du livre. Et comment une star qui s'abandonne apprend-elle à maîtriser la mort? Are my methods unsound? I don't see any method at all. Je me suis rendu compte que Brando aura passé les derniers mois de sa vie à raturer en fait sa carrière, comme à détruire ce qui avait pu bâtir sa réputation. Je dirais juste deux choses. Les deux derniers gestes professionnels de Brando, c'est la voix de Don Corleone pour le jeu vidéo du Parrain. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi bon? Et ensuite, c'est son ultime geste professionnel. Quelques semaines avant sa mort, un producteur de télé lui propose de faire une voix pour un dessin animé. Brando lit le scénario et dit « Vous êtes très gentil, mais en fait, cela ne m'intéresse pas. Mais en lisant votre scénario, il y a un tout petit rôle de grand-mère. Elle, je veux bien faire la voix. » Le producteur dit « Ah oui, pas de problème. » Donc ils vont chez Brando à Mulholland Drive. Et Brando a enregistré cette voix de grand-mère, habillée en grand-mère, et maquillé avec du rouge à lèvres. Nous avons grandi avec l'acteur d'un tramway nommé Désir, et à la fin, il termine en grand-mère, insistant là-dessus pour être habillé comme tel, comme pour raturer définitivement sa masculinité. Ça me frappait beaucoup. C'est quand même un homme qui avait le sens de la mise en scène. Quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher
de mettre à côté le livre de Jean-Pierre Dionnet, le talentueux, facétieux Jean-Pierre Dionnet. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Jean-Pierre Dionnet, lui, a rencontré le vrai Marlon Brando. Et il l'a rencontré parce qu'ils avaient un projet de documentaire où Dionnet dit qu'il avait donné son accord. Et là encore, on rencontre à la fois dans votre écrit et dans les siens la même chose, c'est-à-dire cet homme qui sait mettre en scène. Dionnet dit, quand il vous reçoit, il est conscient de tout. Il vous met dans un fauteuil qui va vous inférioriser. Il choisit sa place entre ombre et lumière, une place qui va le mettre en valeur. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il faut faire dialoguer ces deux ouvrages parce qu'en fin de compte, on ne sait pas où est Brando et ça reste un mystère incroyable. Bien sûr. Merci en tous les cas, Samuel Blumenfeld, de nous avoir fait partager ces derniers jours de Brando. Alors, il y a des rencontres qui se font, il y a des rencontres virtuelles, il y a des rencontres putatives, peu importe. Du moment que vous en êtes le témoin, nous, on continuera de vous lire en tous les cas. Merci infiniment, Samuel. This is the end, beautiful friend.